Et maintenant, on enregistre. Domaine, je te fais connecter. Hop, je note. 15. Et qui d'autre encore qui vient de se connecter il n'y a pas longtemps? Laurine, est-ce que tu pourrais baisser ta main? L'eau. Donc pour les arrivants, à la fin du cours, je couperai l'enregistrement et je vous donnerai l'indication pour la notation de votre BTS que j'ai déjà donné aux autres. Et c'est bon. Est-ce qu'on peut commencer? Tout va bien? Vous êtes connectés? La connexion est à peu près correcte, je pense. Tout le monde, vous m'entendez tous bien? Il y a Cassandra quand même qui a un petit problème de connexion, je trouve. Ouais, pour le moment. La notation de l'optique géo pour le BTS. Donc vous allez avoir un examen BTS le 12 normalement. Mais Cyril, j'y reviens à la fin. D'accord? Je t'expliquerai tout. On refera un petit briefing. Alors, donc, normalement là, vous avez la partie B euh, du sujet de 2013, qui est donc une des parties d'optique physique. En fait, il n'y a qu'une question dans la partie B. Donc la partie A, c'est comment fonctionne le microscope, ses caractéristiques, etc. Et ensuite, on va simplement utiliser un microscope pour mesurer les caractéristiques d'un réseau. Et la partie C, ce sera vraiment l'optique physique sur les réseaux, à quoi sert un réseau. A, le pas du réseau. Le premier réseau, on vous dit qu'il a 140 traits par millimètre. Est-ce que tout le monde voit le pointeur laser ou pas? Si c'est une question que... Et ce que l'on veut, c'est déterminer, pour la question 6, le nombre de traits par millimètre, c'est-à-dire le pas du réseau de ce deuxième réseau. Alors, pour faire ça, tableau blanc pour les réponses. Et celui-là. Je vais prendre là le format papier. Là. Et un peu de texte. Je voudrais que ce soit en noir. Sélectionner. Donc, on est dans la partie B. Utilisation du microscope pour mesurer la caractéristique d'un réseau. Quand j'écris, est-ce que vous voyez l'écriture en même temps? Eh ben cette fois-ci, ça marche. Miracle. Alors, pour la question 6. Donc, à l'aide des deux documents, déterminer n le nombre de traits par millimètre du deuxième réseau. En fait, ce qu'il faut faire ici, je reviens là-dessus, c'est que là, vous avez une image de votre réseau dont vous connaissez les caractéristiques, vous connaissez le pas qui est à 140 traits par millimètre, et ensuite, vous changez simplement votre réseau et vous allez avoir une autre image avec un autre nombre de traits par millimètre. Donc en fait, tout ce qui est à appliquer ici, c'est un facteur de proportionnalité. On va compter. Ici, vous avez par exemple un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, cinq pas, six pas, sept pas, huit pas pour l'intégralité de notre image. Donc, déjà, ça, on va l'écrire. Tableau blanc pour réponse, si ça veut bien. Il faut utiliser la proportionnalité. Ainsi, pour le réseau de pas à 140 traits par millimètre, on compte sur l'ensemble de l'image. Tu dis qu'on en comptait combien? 16, hein, combien de périodes? Allez, tu reprends. 8. Merci. On compte sur l'ensemble de l'image 8
euh, 8 périodes, ou ce qu'on appelle encore, ou 8 pas. D'accord. Donc ensuite, sur la même distance, on compte sur le deuxième réseau. Donc je reprends mon deuxième réseau, GPS, clac. Et on fait la même chose. On va avoir une période, deux périodes, trois périodes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'accord. Donc cette fois-ci, on compte sur le deuxième réseau. 17 périodes pour la même distance. Donc là, on a tout à fait un produit en croix. Si vous avez 140 traits par millimètre pour 8 périodes, si vous avez 17 périodes, 140 ça donne 8, 17. On va simplement faire le calcul. On calcule. A sera égal à 17 multiplié par 140, le tout divisé par. Alors, ma petite calculette. Hop, c'est le téléphone. Là, j'ai oublié ma calculette au lycée. Génial. 17 fois 140 divisé par 8. On trouve 297,5. Alors, il faut savoir en fait qu'un réseau, le nombre de pas est toujours en général un nombre entier arrondi à la dizaine. D'accord. Donc là, on va dire à peu près 300 traits. D'accord. Donc ça, c'est une petite question vraiment qui était pas très compliquée, qui était juste pour calculer le pas d'un réseau. Est-ce que ça va pour celle-là? C'est bon? Ah. Vérification du résultat expérimental. Alors, il est où le BTS? Tac. Et là, on est. On cherche à retrouver par une méthode expérimentale le résultat de la question 6. Donc, vous savez déjà ce que vous allez devoir trouver. Et ça va être pas mal. Donc, vous allez utiliser le deuxième réseau en transmission. Alors, on peut les utiliser en réflexion, mais c'est pas très intéressant. C'est plus difficile à observer. Mais le principe est exactement le même. Il y a juste dans la formule générale des réseaux, il va y avoir un plus à la place d'un moins quand on est en réflexion. Alors, le réseau est éclairé avec un faisceau sous une incidence d'angle I et il va être diffracté sous un angle prime arc Fernandez. On peut marquer. Faites-vous remarquer hein, quand vous arrivez, sinon après je peux pas je vous oublierai dans le listing. Ça, c'est pas bon. La source polychromatique utilisée est une lampe à vapeur de mercure. Alors, on commence par la formule générale des réseaux. Hop, tableau pour réponse. Donc, cette formule générale des réseaux. En général, donc, cette formule vous est redonnée. Je vais juste vous faire un petit rappel. Donc, la relation pour la formule générale des réseaux, c'est que quand on est en transmission, on a le pas du réseau A multiplié par la différence entre le sinus de l'angle réfracté moins le sinus de l'angle incident, qui est égal à un multiple de la longueur d'onde. Si vous êtes en réflexion, c'est pratiquement la même chose. On va juste avoir A multiplié par sinus i', mais cette fois-ci plus sinus i, qui est égal à k multiplié par lambda. D'accord? C'est la seule différence. C'est la partie un peu courte. Comme je vous l'ai dit, en général, cette formule est redonnée.
Alors, 7 points. Quelle est la signification physique du premier membre A sinus I prime moins sinus I? Donc, d'après vous, qu'est-ce que ça peut représenter, sachant que dans l'expression de la forme générale des réseaux, c'est égal à K fois lambda. Comment caractériser ça? Vous connaissez qu'une chose, ça doit être égal à un multiple entier de la longueur d'onde. Alors, une réponse, j'étais concentré et. Laurine, concentré et. J'étais même et E pour toi. Donc, la question, c'est à quoi correspond le terme qui est ici? A sinus I prime moins sinus I dans les réseaux. N'oublions pas, on est en optique physique, on parle toujours d'interférence. D'accord? Et qu'est-ce qui caractérise une interférence? Alors, qu'est-ce qui caractérise? Alors, destructive, non, je ne sais pas. Oh, alors, ce qui est important, c'est des interférences, en effet, elles peuvent être soit constructives, soit destructives. Nous, ce qui nous intéresse dans les réseaux, c'est d'avoir des interférences constructives. L'interférence, ça va être la suite, c'est la conséquence d'avoir des interférences. On va mesurer un interférence. Là, le réseau, quand vous l'éclairez par un faisceau monochromatique, qu'est-ce que vous obtenez à la sortie du réseau? Vous obtenez plein de points séparés par une certaine distance. Là où il y a des points, c'est qu'il y a eu une interférence constructive entre les faisceaux. D'accord? Et donc, comment est-ce que vous caractérisez le fait qu'on va être en interférence constructive entre deux faisceaux? Alors, pas d'idée? Ah, quand même, ça c'est la base des interférences. C'est vraiment le premier truc que je vous ai montré. Une interférence. Je suis d'accord, K lambda. Et c'est bien ce qu'on a hein, ici, Cassandra. On a bien ce truc, le terme qu'on veut analyser qui doit être égal à K lambda. Mais en général, dans n'importe quel type d'interférence constructive, on a une interférence constructive quand quoi est égal à K lambda? Faut que vous me le sortiez, ça. Hein. Sinus. Bien. Soyez plus général. Merci Marion, la différence de marge. Donc ce terme correspond simplement à la différence de marge qu'on nomme delta entre deux rayons. Alors ça, je ne vais pas le mettre en gras. Hop. Entre deux rayons qui atteignent deux traits du réseau successif avec un angle d'incidence I et sont diffractés avec un angle de réfraction prime. Ben, donc là, ce qu'ils attendaient, c'était vraiment le terme différence de marge. Alors, à quel type d'interférence le deuxième membre K lambda de cette relation correspond-il? Ben là, vous avez simplement deux types d'interférences. Ici, ça va être quel terme? Ça va être une interférence de quel type?
Exactement. Des interférences constructives parce qu'on a une interférence constructive quand la différence de marge est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde. Si c'est un nombre demi-entier, c'est ce qu'on appelle une interférence destructive. Donc le deuxième terme correspond les interférences à des interférences constructives. Complètement. Là, c'est police, l'utilisation du minimum déviation. Alors, je reviens sur le sujet. Donc, ici, en pointillé, vous avez votre réseau. Et vous avez un faisceau qui arrive sous un angle I et qui va être diffracté sous un angle I. Alors, j'aime pas trop cette représentation parce que normalement, il va de ce côté, mais c'est vrai qu'on a aussi une diffraction dans l'autre sens, ce qui est un peu particulier pour les réseaux. Donc, vous faites varier l'angle d'incidence et on mesure dans l'ordre 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans l'ordre 2? Au final, si on mettait un écran à cet endroit ici, ben, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait une tâche centrale, un point, ça c'est l'ordre 0. Un peu plus loin, un point, c'est l'ordre 1. Un peu plus loin, équidistant, un autre point, c'est l'ordre 2, etc., etc., etc. Donc en fait, vous avez simplement une succession de points sur votre écran. Ce que l'on observe sur l'écran, ça c'est votre écran, en sortie, en haut, vous avez ça. Donc, ça, ce serait par exemple l'ordre 0, ça, ce serait l'ordre moins 1, ça serait l'ordre plus 1, et ça serait l'ordre plus 2. Et après, ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer justement la distance entre ces ordres. Là, on s'intéresse simplement à l'arrêt vert. Donc, on mesure dans l'ordre 2 une déviation minimale à 18,86 degrés pour l'arrêt vert de la lampe de mercure, dont la longueur d'onde est donnée à 546,1 nanomètres. Cette déviation minimale, en fait, elle correspond à quoi? C'est l'angle qui existe entre la direction du faisceau incident, qui est caractérisé par un I, et le faisceau qui est réfracté dans l'ordre 2. Donc c'est tout cet angle, la déviation. Donc on va regarder un peu qu'est-ce que ça fait. Alors, page suivante. Sachant que dans cette situation particulière, les faisceaux incidents et diffractés sont symétriques par rapport au plan du réseau. Vous avez U' qui est égal à moins I. Vous avez vraiment une symétrie qui va simplifier votre calcul. Exprimez dm en fonction de I. Alors, on va faire un petit schéma. Pas besoin pour ça, c'est tourne 8.1. Expression du minimum de déviation en fonction de I. Donc là, je vais essayer de vous dessiner quelque chose. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors, où est-ce que je peux faire des traits? Forme géométrique. Non. Une flèche. Clac, très simple. Sélectionner. Je peux pas faire des traits en pointillé dessus. Non, je peux pas. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a notre réseau. Je vais faire un truc, faire un truc. Bon, ça va être un petit peu à l'arrache, hein, les cocos. Mais ça devrait fonctionner. On a ça. Ensuite, je vais prendre un axe optique, un rayon incident. Alors, comme c'est le faisceau vert, on va prendre le vert. On va dire qu'il arrive comme ça. D'accord.
Donc ça, c'est le faisceau transmis directement sans déviation. Et en plus, on nous dit que à l'ordre 2, on est en symétrique exactement. Donc si on mesure les angles, ici j'ai un certain angle, ici j'ai mon angle de diffraction, et ici j'ai le même angle. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'à cet endroit, on a l'angle I, qu'on retrouve également ici. Et ça, c'est l'angle de réfraction, qui est noté I', et qui est égal à quoi par rapport à I d'après le texte? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur I' par rapport à I? Alors, une réponse. Exactement. I' est aussi égal à l'angle d'incidence, puisqu'on vous dit que dans cette condition, alors I' est égal à moins I. Exactement, c'est écrit dans le texte, puisque c'est symétrique par rapport au point du réseau. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer, alors ça je vais le dessiner en rouge, c'est cet angle qui part de là et qui va là-haut. Ça, c'est ce qu'on appelle l'angle DM. C'est comme ça qu'il nous montre. Donc, ce qui est important de voir, c'est que les angles, ils vous sont notés dans cet ordre. I', il est orienté de l'axe optique vers le haut, et I est orienté de l'axe optique vers le bas. D'où le fait qu'on a bien I' qui est égal à moins I. Maintenant, on n'a plus qu'à exprimer par le calcul les angles. Ce que l'on peut dire, c'est que le minimum de déviation, au final, c'est égal à quoi? C'est égal à moins I plus I'. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette relation? Donc au final, ça va nous faire du moins I, et comme I' c'est égal à moins I, moins I. Donc au final, moins 2 multiplié par I. Ça, c'est égal à dm, ce qu'on cherchait. L'erreur que vous auriez pu faire, c'est que c'était égal à 2i. Il faut bien voir que ce sont des angles qui sont complexes. Ok. Des questions pour la 1? Ou tout va bien? Alors ensuite, on passe à la 8.2. En déduire la valeur de l'angle d'incidence correspondant à la déviation minimale de la réverse. Non, en fait, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est une application numérique. Donc 8.2, ça dira 8.2, application numérique pour la réverse. Voilà. Nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de l'angle d'incidence. Donc d'après ce que vous venez d'écrire, c'est que I, ça va être égal à quoi? À moins dm divisé par 2. Donc au final, on va avoir moins 18,86 divisé par 2 égale à moins 9,43 degrés. Voilà pour l'angle d'incidence. Pour la réelle. Et enfin, bah justement, on va pouvoir appliquer cette mesure pour vérifier que la valeur qu'on avait trouvée à la question 6 sur le pas du réseau, ça correspond bien à ce qu'on avait. Alors, comment on va faire ça? 8, 8.3. Alors, détermination de n. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réécrit la formule du réseau. A fois sinus i' moins sinus i est égal à k
multiplié par lambda. Dans notre cas ici, k est égal à 2. Alors avant, ouais, donc nous, ce qu'on cherche, c'est A. D'accord. A, c'est donc A va être égal à quoi? K fois lambda, le tout divisé par sinus i prime moins sinus. En fait, chose qu'on peut un peu simplifier, puisque i prime est égal à moins i, on peut dire que c'est égal à k fois lambda divisé par sinus moins i moins sinus i. Qu'est-ce que vous savez sur la fonction sinus, sur la parité de la fonction sinus? Est-ce que c'est une fonction paire ou est-ce que c'est une fonction impaire? La parité. Exactement, c'est une fonction impaire. Donc, comme, comme sinus x est une fonction impaire, de point, sinus de moins x, c'est égal à moins sinus de x. D'où le fait que vous pouvez écrire que A, le coût du impair. Bah, je viens de l'expliquer en fait. Quand tu as une fonction qui est paire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, je vois plus ce que c'est ce que vous marquez. Le fait qu'une fonction soit paire, c'est qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, quand une fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, sinus de moins x est égal à sinus x. Si la fonction, et là ça marche pour la fonction cosinus, et la fonction cosinus c'est une fonction paire. Une fonction qui est impaire, elle est symétrique par rapport au centre de votre repère. Marie qui? C'est quoi son nom de famille? Je lui renvoie un truc. Fernand. Hop, là, BTSOL2. Envoyer une invitation. Elle est Marie Fernandez Outlook. En fait, j'en ai deux des invites. J'ai deux adresses. Je vais envoyer aux deux au moins. Ça y est, c'est envoyé. Alors, comment vous expliquer une fonction paire assez facilement? Je vais prendre un autre tableau, un tableau blanc quelconque. D'accord? Et je vais dessiner un repère. Bon, d'accord. Ok. Donc, je vais prendre un repère orthonormé ou un H. Ça va vous servir pour les maths, hein. Et je vais dessiner une fonction quelconque. Alors, on va dessiner la première fonction, je vais la faire en rouge. Et par exemple, je vais faire une fonction qui ressemble à ça. D'accord? Cette fonction, est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire? C'est ça la question. La fonction rouge est paire ou impaire.
Alors, en effet, elle est bien. Alors, il y a de tout. Lorenzo a tort et Michael a raison. Elle est paire. Pourquoi? Parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ça, c'est la réponse classique. D'accord? La réponse graphique. Mais parfois, graphiquement, on n'arrive pas à le voir. Graphiquement, la fonction est symétrique par rapport à l'axe. Maintenant, du point de vue mathématique, et c'est plus comme ça qu'on vous demande, une fonction paire est caractérisée par le fait que f de moins x est égal à f de x. Et là, en fait, je vais vous montrer que c'est le cas. Parce que si on prend un x quelconque, alors je vais le prendre en bleu. Donc, je me place à ce x. Ah, ça veut pas. Hop. Donc, également, là, j'ai pris une fonction qui me donne x. Au final, son image, ici, c'est f de x. D'accord? Maintenant, regardons ce qui se passe pour moins x. Moins x, bah, je prends simplement le symétrique de x par rapport à l'axe des ordonnées, c'est ici. Alors c'est sûr, hein, mon schéma il n'est pas super précis, hein, je fais ça un peu à l'arrache, mais ça marche bien. Et donc, là je suis à moins x, et qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'image de f de moins x, qui se retrouve ici? Elles sont égales, exactement. Là j'ai f de moins x. Donc, ce que l'on peut dire, texte, hop, sélectionné, mathématiquement, on peut écrire que f de moins x est égal à f de x, donc la fonction paire. C'est comme ça qu'on montre qu'une fonction est paire. Maintenant, si on fait le même raisonnement avec une fonction impaire, alors là je vais le faire avec une autre couleur, un crayon, hop, je vais dessiner impaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc qui fait ça. Ah, ici. D'accord? Donc, on va dire que le f de x, c'est le même pour la fonction verte. Mais par contre, à quoi va être égal le f de moins x? Là, je vais ici. Je vais ici. Ensuite, je vais là. Et à cet endroit, j'ai bien f de moins x pour ma fonction verte. F de moins x. Comment sont f de x et f de moins x pour la fonction verte? Donc, la fonction verte est-elle paire ou impaire? Graphiquement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah oui, elle est impaire, mais maintenant, comment vous le justifiez? Graphiquement, la fonction est symétrique par rapport à quoi? Car leurs images sont opposées. Exactement. La fonction est symétrique par rapport au centre du repère et non pas par rapport à l'axe vertical. Donc, la fonction est impaire. Mathématiquement, comment on l'écrit? On peut écrire que f de moins x est égal à moins f de x.
la fonction. D'accord? Voilà comment vous pouvez revoir cette notion de fonction paire et de fonction impaire. Et normalement, vous avez dû le voir en maths, ça, parce que j'ai vu que c'était dans vos épreuves de maths. C'est clair ou pas pour la parité d'une fonction? Et c'est quelque chose d'important, hein, qui peut vraiment vous servir en physique, en optique physique, géo, je peux reprendre. Alors, je reviens donc à mon tableau de réponse. Donc, j'en étais ici. D'où le fait que A va être égal comme sinus de moins I, c'est moins sinus I. On va avoir 2, en fait, K égale 2, donc 2, multiplié par la longueur d'onde qu'on désire, divisé par quoi? Par moins, alors, parenthèse, moins 2 fois sinus de I. Ce qui revient à dire que A est égal à lambda divisé par moins lambda divisé par sinus. Moins lambda divisé par sinus. Alors ça vous donne A, c'est la distance entre deux traits. Ça ne vous donne pas le nombre de traits par millimètre. Donc pour avoir le nombre de traits par millimètre, donc pour faire un trait, vous parcourez une longueur A, et donc si vous voulez savoir combien il y a de traits sur 1 millimètre, ben, vous allez dire que N, c'est 1 divisé par A, c'est-à-dire moins sinus I divisé par lambda. On n'a plus qu'à faire le calcul. Alors, moins sinus i, ça nous fait moins sinus i est égal à ce qu'on a calculé avant, moins 9,43 degrés. Vérifiez que votre calcul est en degrés. Divisé par lambda, la longueur d'onde étant égale à 546,1 nanomètres. Alors, c'est là que c'est intéressant. Si on fait, nous on voudrait que n s'exprime en quelle unité? Quelle est l'unité de n? Alors, ah si, il y en a une. Puisque, en fait, n représente le nombre de traits par millimètre. Donc, c'est un nombre de traits par millimètre. Donc, théoriquement, il faudrait exprimer la longueur d'onde en quelle unité? Alors, si tu le fais en mètres, Michael, tu vas avoir un nombre de traits par mètre. Si tu le fais en nanomètres, tu vas avoir un nombre de traits par nanomètre. Exactement. Et comme on veut un nombre de traits par millimètre, la longueur qui est au dénominateur, il faut l'exprimer en millimètres. Si tu le fais en micromètres, tu vas avoir un nombre de traits par micromètre. Donc le but, c'est de mettre ces nanomètres en millimètres. Donc pour aller de nanomètres en mètres, c'est 10 moins 9. Et pour passer de mètres en millimètres, on multiplie par 10 puissance 3. Donc au final, comme si on multipliait par 10 puissance moins 6, multiplié par 10 puissance moins 6. Alors, est-ce que je peux faire ça comme calcul avec l'iPhone? Donc, sinus, non, pas comme ça, déjà, la 9,43 sinus divisé par 140. Et moi, je trouve à 300. Oh, comme par hasard. 313.
Et c'est bien ce qu'on avait fait là-haut. Tout va bien, on a fait juste. Si vous trouviez un résultat différent, alors c'est sûr, peut-être que vous avez trouvé 310, 300, 290. C'est pareil. Là, j'ai vraiment un sur le calcul. Voilà pour la partie 8.2, 8.3. Et on va pouvoir faire la partie 9, la comparaison des performances des deux réseaux. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Ce qu'on a fait. Est-ce que je peux changer, mettre le deuxième tableau pour les réponses? Donc, 9, comparaison, performance des deux réseaux. Alors, je reprends le BTS. Donc, les réseaux ont tous deux une largeur utile de 1,5 mm, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser simplement sur une longueur de 1,5 mm. Ils sont utilisés maintenant sous incidence normale, donc on a pu les angles I et I' valent combien en incidence normale? Surtout Fernandez, bienvenue, elle a enfin réussi. Alors, en incidence normale, quelle est la valeur de l'angle I? Exactement, 0 degré. Ça, peut-être on va pouvoir s'en servir. Le doublet jaune du mercure est constitué de deux raies jaunes à 577 nanomètres et 579,1 nanomètres. En fait, on utilise beaucoup le doublet jaune du sodium pour pouvoir faire de la séparation parce qu'ils sont très très proches et en fonction du pouvoir de résolution du réseau, c'est-à-dire sa qualité, ben peut-être qu'on n'arrivera pas à différencier ces deux doublets. Et au fait, au lieu d'avoir deux raies de spectrales, on n'en verra qu'une parce que le réseau n'est pas assez précis pour pouvoir séparer ces deux raies, puisque leurs longueurs d'onde sont trop proches. On vous rappelle la formule de pouvoir de résolution d'un réseau, pouvoir de séparation. C'est la longueur d'onde qu'on étudie divisée par la variation des deux longueurs d'onde qu'on peut avoir. C'est égal à Kn. K, c'est l'ordre de diffraction. Nous, en général, on travaille à K égale 2. Parfois, là, ils vont travailler à K égale 1. N, le nombre total de traits utiles sur le réseau. Le nombre total utile, bah, ça va être la partie du réseau qui est complètement éclairée. Vous savez que vous avez une longueur utile de 1,5 mm. Et en fonction du réseau que vous avez, bah, si je prends le premier réseau qui a 140 traits par millimètre, au final, combien de traits je vais utiliser? Si j'utilise le deuxième réseau qui a 300 traits par millimètre, combien de traits je vais utiliser? Et c'est là qu'on voit l'importance. Plus le pas du réseau est grand, bah, plus je vais avoir de traits utiles pour mon phénomène de diffraction. Pour 1,5 mm, on voit bien que je vais avoir plus de traits sur un pas à 300 traits par millimètre que pour 140. Et la question est-il possible de séparer avec le premier réseau, dans l'ordre 1, le doublet jaune du mercure? On va justifier par le calcul. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est de calculer le pouvoir de résolution pour les deux réseaux. Une fois n, alors n majuscule, c'est ça qui va changer, ça ne va pas être le même nombre de traits utiles. C'est ça qu'il faut calculer pour chacun. Donc, ce qu'on va faire, souris. Donc 9.1. Séparation du doublet pour le réseau à 140 traits par minute. Petit n égale 140 traits par minute. Donc comment on fait ça? Vous savez que en utilisant la formule, d'appel du pouvoir de résolution d'un réseau, on peut écrire
n. R est égal à lambda divisé par delta lambda. Donc la différence entre les deux, ça je vais un peu plus. S est égal à K multiplié par n. On se place à l'ordre 1. Ça vous donne quelle indication? 1,5 sur 140. Ouais, alors attends, ça on va voir après. K est égal à 1. Première chose. Et donc, nous, ce que l'on veut savoir, c'est pour pouvoir séparer les deux longueurs d'onde, c'est calculer justement ce delta lambda. C'est ça qui va être important. Si on arrive à séparer notre delta lambda, que le delta lambda correspond à la différence des deux longueurs d'onde qu'on a, on va pouvoir séparer nos deux longueurs d'onde. Donc, le but, c'est de calculer delta lambda. Donc, ce qu'on écrit, ainsi, delta lambda est égal à quoi? C'est lambda divisé par n, puisque k est égal à 1. Sauf que n, on ne l'a pas encore. Il faut calculer grand N, qui correspond au nombre de traits utilisés sur le réseau. C'est là que vous définissez. Or, le réseau utilisable est utilisable sur une longueur de L égale 1,5 cm. De plus, il y a combien 140 traits par millimètre. Pareil, produit au contraire. Donc, sur L égale 1,5 cm, c'est-à-dire 15 mm, il y a n. Et pour avoir ces n traits, c'est L divisé par A qui est égal à L multiplié par N. L qui vaut 15 multiplié par 140. Ah non, c'est 1,5 mm. On a écrit, attention. Donc ça, on n'a pas besoin. Je crois que c'est 15,5 cm. Ça reste du 1,5. 1,5 fois 140, on donne 210. Donc sur le premier réseau, il y a n égale 210 traits utilisables. Et donc on n'a plus qu'à calculer l'implication numérique et vous allez trouver le delta lambda qui va être égal à quoi? Donc lambda qui vaut, à quelle longueur d'onde? Ou alors en général on prend la première, 577 nanomètres, divisé par ma forme d'antenne, 210, et ça me donne 2,75. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre réseau ne peut pas différencier deux longueurs d'onde si la différence de longueur d'onde est plus petite que 2,75 nanomètres. Ceci veut dire que notre réseau ne peut pas séparer des longueurs d'onde dont les différences de lambda sont inférieures à 2,75 nanomètres. On regarde. Or, dans notre cas, alors qu'est-ce qu'on a? Lambda 1
est égal à 577 nanomètres. Et lambda 2 est égal à 579,1. Donc, ce que vous pouvez écrire, c'est que lambda 2 moins lambda 1 est égal à 579,1 moins 577. Ça fait 2,1 nanomètres. Ces 2,1 nanomètres, eh ben, ils sont plus petits que 2,75 nanomètres. Donc, le premier réseau, ne peut pas séparer ces deux longueurs d'onde. Au final, on ne va pas avoir un doublé, on ne va pas avoir deux réseaux, mais on va en avoir qu'une seule parce qu'elles vont se superposer. Et après, le raisonnement est exactement le même pour le deuxième. Même raisonnement pour le deuxième. Mais avec cette fois, petit n qui est égal à 300 traits par millimètre. Donc tout ce que vous avez à changer ici, c'est la valeur de petit n à cet endroit. Donc dans ce cas, vous allez avoir grand N qui est égal à, qu'est-ce qu'on avait dit, 1,5 multiplié par 300 cette fois. Donc ça fait 450 traits utilisables. Et donc, delta lambda va être égal à 577 divisé par 450 et on trouve 1,28 nanomètres. Dans ce cas, lambda 2 moins lambda 1 qui est égal à 2, combien on avait calculé 2,1 nanomètres qui est plus grand que 1,28 nanomètres. Donc, le deuxième réseau permet de séparer sa longueur d'onde. Voilà pour la partie optique physique de ce sujet. Vous voyez, vraiment pas complexe au final quand on y pense. En plus, toutes les formules étaient données. Donc il n'y avait vraiment pas grand chose de complexe. J'en ai que 15. Qui j'ai pas noté en fait dans l'appel? Roger, j'ai Canas. Est-ce qu'il y a des questions pour la partie optique physique? C'est tout bon? Donc là, on va reprendre de l'optique géo, classique. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions il faut vraiment me les poser maintenant. L'objectif, alors on reprend, je réécris le sujet, je remets le sujet. Donc là, ici. Donc à propos d'un microscope, donc ce que l'on voit ici, on fournit la fiche d'un microscope constitué par un objectif, un oculaire qui est une association de deux lentilles, c'est un doublé de forme 3-2-1. On vous donne l'intervalle optique du microscope. Le grandissement de l'objectif, il est à 40. On passe l'ouverture, le grossissement commercial de l'oculaire. La chaîne d'image vous est donnée, AB
A1, B1 et à travers l'oculaire A', D'. Le diaphragme d'ouverture, c'est le plan focal image de l'objectif. On va voir pourquoi. Et pour le rayon, qui a un rayon de 2,9 mm, l'œil vise à l'infini pour ne pas avoir d'accommodation. Ça va nous permettre de comprendre quels sont les points particuliers qu'il va falloir étudier. On vous donne ça, c'est une formule qui vous sera toujours donnée, la limite de résolution du microscope. C'est plutôt une partie optique physique. Et donc, on va commencer l'étude du microscope. Alors, un nouveau tableau pour réponse 3. Alors, donc là, on est dans la partie A maintenant. Étude du microscope. Et 1, on commence par l'étude de l'objectif. Alors, sujet. On en est là. Préciser la valeur algébrique du grandissement, gamma 1 de l'objectif. Alors là, erreur classique. Vous allez me dire, ok, l'objectif, j'ai deux caractéristiques, le grandissement 40 et l'ouverture numérique à 0,65. Quelle est la réponse? Qu'est-ce que vous m'aurez donné comme réponse si vous n'avez pas regardé la solution? Soyez honnête. Alors, en plus, si on se plante à cette question, tout le reste va devenir faux. Donc, pour répondre à la question 1, quelle est la valeur algébrique du grandissement gamma 1? C'est vrai qu'on regarde les documents, grandissement fois 40. Tout de suite, qu'est-ce qu'on répond? Intuitivement. Voilà, c'est ça que vous auriez répondu. Pourquoi c'est faux? Exactement. On vous demande la grandeur, la valeur algébrique. Une valeur algébrique peut être positive ou négative. Eh, c'est moins 40. Pourquoi? Parce que l'image d'un microscope à travers son objectif, donc l'objectif d'un microscope, c'est quoi? C'est une lentille convergente. D'accord? Simplement une lentille convergente. Et donc l'image euh, réelle d'un objet, puisque votre objet est réel tout le temps, et il est placé en avant du plan focal, exactement. L'image, elle est retournée. Elle est inversée. C'est une image qui est agrandie, mais inversée. Et donc, au final, le grandissement, il vaut moins 40. Et ça, tout le monde se plante en général parce qu'on ne réfléchit pas au truc. Donc, la valeur algébrique, la valeur algébrique du grandissement est moins 40. Et ne surtout pas oublier le moins. Car à travers l'objectif d'un microscope, on obtient une image agrandie, mais inversée. Inversée, d'où le signe négatif. Et c'est bête de perdre de... C'est bête de perdre vraiment des points sur une question aussi bête. 1.2. Donner l'expression de gamma 1 en fonction de la distance focale f'1 de l'objectif et de l'intervalle optique. Donc là, ce qu'on veut, c'est expression du
grandissement de l'objectif. Gamma 1. En fonction de f'1 delta et c'est tout. Alors là, il y a plusieurs solutions possibles. Vous savez qu'on va déjà établir notre chaîne d'image. C'est ça qui va être important. Première chose, établir la chaîne d'image. Donc c'est vrai qu'on a un objet qui donne une image intermédiaire à travers l'objectif A1, qui donne une image finale après. Sauf que ce qu'on vous dit, c'est que l'œil n'accommode pas. Donc, l'image finale est située où? Si l'œil n'accommode. Exactement. Donc là, j'ai plus l'infini. Ce qui veut dire que si A' est A plus l'infini, qu'est-ce que je peux dire sur le point particulier A1? Alors, le foyer objet de qui? Sois précise, Laurie. Pareil, Clarisse. C'est quoi F1? 1, c'est ce qui caractérise l'objectif. Attention. Donc, pour être un petit peu plus précis, je vais mettre des flèches. Je vais faire comme ça. Et puis là, je vais pouvoir aller objectif oculaire. Et là, ce que je veux, faire un truc comme ça. De l'objectif, donc le foyer. Alors, il sera sur F. F, c'est quoi pour toi, F? Parce que comment on appelle le foyer principal de l'objectif, l'énoncé, alors je vous remontre, hein, faut faire gaffe. L'objectif est caractérisé par F1 et F'1. Ok. Et après, l'oculaire est caractérisé par Foc. Donc, si je reviens à mon tableau de réponse, exactement. Attention. Là, ce que l'on a, on revient sur le texte. A' est à l'infini. Donc, ça veut dire que l'objet, le conjugué à travers l'oculaire, de cet infini, doit être dans le foyer objet de l'oculaire. Tac. C'est dommage que vous plantez là-dessus, parce qu'on a fait plein des exos comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je peux écrire sur cette position particulière là? Est-ce que ça doit être le foyer de l'objectif? Non, c'est pas F1, Laurine. F1, justement, c'est le foyer objet de l'objectif. Donc, à la place du point A, A sera à l'infini. F. Alors, c'est vrai. Est-ce que c'est le cas? Parce que là, Clarisse, ce que tu es en train de décrire, c'est le cas de la lunette afocale. Tu as un objet à l'infini, une étoile, et tu projettes une image à l'infini. Sauf qu'un microscope, ton objet, il n'est pas à l'infini. Tu es proche. Bien, Laurie. Et justement, quelle est la grosse différence entre un microscope et un télescope? Ce qu'on appelle l'intervalle optique. Dans l'intervalle optique d'une lunette, d'un télescope, il est égal à 0. Alors que dans un microscope, il a une valeur. C'est ce qui caractérise le microscope.
C'est la distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire. Mais maintenant, vous avez un objet une image finale qui doit être à l'infini. C'est-à-dire que par rapport à tout le système, à cet endroit, on devrait être situé où pour l'ensemble du système objectif plus oculaire? Pas d'idée? Votre microscope, votre système optique, qu'il soit constitué exactement. Un système optique possède également une focale objet, une focale image, quel que soit le nombre de lentilles qu'il a à l'intérieur. Donc ça, on va l'appeler F, bêtement. F, en précisant que F est le point focal objet de l'ensemble objectif plus oculaire. D'accord? Ça va nous permettre d'étudier le truc. Voilà, j'ai ma chaîne d'images. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le grandissement en fonction de f'1 et delta. Alors, je vous rappelle la définition de delta. Delta, c'est la grandeur algébrique entre f' obj et f, ouais, f. Donc, ce que l'on va faire, on utilise la formule de Newton pour le grandissement. Cette formule, elle vous dit quoi? Elle vous dit que gamma 1, donc là je vais juste m'intéresser à l'objectif, c'est égal à quoi? Du point de vue purement formule, c'est moins f'1 A', par A1, image intermédiaire, divisé par f'1. Or, on a dit que A1, ben, c'était f'. Ça revient à dire que c'est moins f'1 f' divisé par f'. Et f'1, en fait, c'est pareil que f'. Là, on a bien f'1. Donc, au final, c'est égal à moins delta divisé par ça, c'est égal à gamma. Voilà ce qu'il avait fallu. Qu'est-ce qu'il nous dit? En déduire la valeur de la distance focale f'. Ainsi, la valeur de f'1 est, on n'a plus qu'à calculer. Je vais juste à dire que f'1, ça va être égal à moins delta divisé par gamma. Et d'où l'importance que gamma 1 était négatif, parce que sinon vous auriez trouvé une focale de l'objectif qui était négative, et donc une lentille divergente. Pour un objectif, c'est pas possible. Un objectif est toujours constitué par une lentille convergente, ou au moins une association qui donne une lentille, un équivalent de lentille convergente. Donc moins delta. Delta, il est égal à combien dans le texte? Alors c'est l'intervalle optique, il est donné à 180 mm. Divisé par gamma 1 qui vaut moins 40. Donc quand on calcule, ça fait plus 4,5 mm. Donc vous avez une focale, la focale de votre objectif qui vaut 4,5 mm.
C'est bon? Des questions ou pas? Alors, un point. L'objectif ne fonctionne pas dans les conditions de Gauss. Comment ça? Oui, c'est pas top ça. Alors, expliquez la signification de cette affirmation. 1.3. Explication euh, non-fonctionnement en conditions de Gauss. Je vais pouvoir vous raconter là-dessus. Qu'est-ce que vous pourriez répondre, tout bête? C'est quoi en fait? Comment on résume les conditions de Gauss? Ah voilà, c'est ça. Donc quand les angles sont petits, ben, on peut considérer des rayons par axiaux. Et donc dans ce cas-là, on respecte les conditions de Gauss. Donc si on ne fonctionne pas dans les conditions de Gauss, cela veut dire que les angles d'incidence sur l'objectif ne sont pas, alors peut-être un peu petit comme ça. À vous de préciser un chiffre inférieur. On peut considérer que c'est petit quand c'est inférieur en général à 10 degrés. 15, 10, 15 degrés. Voilà. Bien, voilà, ça me suffit, moi, comme réponse. Alors, quelles données indiquées dans la fiche fournie avec le microscope confirment cette affirmation? Données confirmant la non-approximation de Gauss. Alors, je reviens sur le sujet. On retrouve les données. Ah, je suis en saturation. Je vous avais perdu. C'est bon, vous m'entendez et tout? Ok. Alors, là, on analyse. Le grandissement s'en est servi. Doublé, on s'en est pas encore servi. Grossissement commercial, on s'est pas servi. Intervalle optique, on s'en est servi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que l'objectif ne respecte pas les conditions de Gauss. Théoriquement, il n'y a plus que l'ouverture numérique à calculer. Cette ouverture numérique qui va nous permettre de dire est-ce qu'on respecte les conditions de Gauss. Et en fait, qu'est-ce qu'il faudrait calculer? Donc l'ouverture numérique, l'ouverture numérique permet de confirmer ce résultat. Exactement. Vous montrez que U est plus grand que 10 degrés, bah c'est bon, c'est gagné. 15 degrés, si vous avez au-dessus que c'était 15 degrés. Permet de confirmer ce résultat. En effet, n multiplié par sinus U est égal, il divise à 0,65. On considère que l'objet est normale. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'en général, quand on fait une analyse au microscope, on place l'objet analysé entre deux lames et avec un petit liquide qui a un indice qui est supérieur, qui est à peu près égal à 1,2. Ça marchera très bien. Dans l'air. Donc n égale. Ainsi, U va être égal à arc sinus ou sinus moins 1 de 0,65. Si vous attendez, je vous conseille de la mettre en degrés, et on trouve 40,5 degrés, qui est très supérieur à 10 degrés. Voilà.
tout bête. Ce genre de question, pareil, ça semble compliqué, en fait, c'est assez simple. Il faut juste savoir ce que l'on veut montrer. Est-ce que c'est bon pour ce tableau? Je vais écrire un nouveau tableau blanc. Je vais en créer un nouveau. Pour passer à l'étude de l'oculaire. Ça aussi, vous connaissez, hein, l'étude de l'oculaire, je pense qu'il n'y a pas de souci. Commencez à maîtriser. Et on s'arrêtera à l'étude de l'oculaire. On fera ça la prochaine fois. On terminera le sujet. Et on fera un autre sujet, vous me direz lequel. Sauf le 2006. Rappel, rappel. Allez, nouveau tableau. Bon. Je t'explique tout à l'heure, Michael. Justement, on finira un bout de dos, comme ça je t'explique. Tableau pour réponse. Ouais, merci, Laurine. C'est comme ça. C'est tout. Subtilité, c'est quoi un nouveau mot, ça? Alors, étude de l'oculaire. Donc, gras de l'oculaire. 2.1. Calcule la puissance intrinsèque de l'oculaire. Calcul de la puissance intrinsèque de l'oculaire. P, on nous appelle ça IOC. Alors, bon, ça, c'est une formule à connaître. Je suis désolé pour vous, mais pas le choix. PIOC, c'est égal à exactement Inès, c'est 4 fois le grossissement commercial de l'oculaire, GCOC. D'accord. Et donc, dans les données, on vous donne un grossissement commercial à 10, donc ça vous fait 4 multiplié par 10, égale à 40. L'unité de la puissance intrinsèque, ce qui vous permet ensuite de faire ce qui demande le calcul, c'est où la question? La vérification. Vérification de la distance focale image de l'oculaire f'. Voilà, c'est l'inverse de la puissance de l'oculaire. Donc vous dites que f hoc c'est égal à 1 divisé par p hoc, donc c'est égal à 1 divisé par 40 de tri. Alors, 1 sur 40, ça me donne quoi? 1 divisé par 40, ça me donne 0,025 mètres. Soit on laisse ensuite en millimètres, 25 et S. Alors pour le vérifier, ben voilà, ce qu'il demandait. Vérifier que c'est bien égal à 25 mètres. Pas de souci, classique. En déduire le paramètre A de l'oculaire. Alors, 2, paramètre A de l'oculaire. Pareil, on utilise la formule de Buchtrand. D'accord? Qui vous dit que quoi d'abord? B hoc, on va le noter comme ça, est égal à B2 plus B3 moins E B2 E3 E3. D'accord? En termes de focal,
euh, avec un doublé. Donc c'est un doublé du huitième, c'est un 3-2-1. 3-2-1. Donc ça veut simplement dire 1 sur 1 sur f hoc est égal à 1 sur f2 plus 1 sur f3 moins e divisé par f2 fois petit f pas de voilà ce qu'on a. Donc, comme vous avez un doublé du type 3-2-1, ce que vous pouvez écrire, c'est que f'2 est égal à 3a, c'est que E est égal à 2a, que f'3 est égal à... Donc on n'a plus qu'à le remplacer là-dedans. On va donc avoir 1 sur a plus 1 sur a moins 2a sur 3a carré. 3a carré. Donc il nous reste 1 sur a en facteur de 1,5 plus 1 moins on est sur le même dénominateur et ça nous donne 1 sur f hoc égale à 2 sur 3 fois. Ainsi, on pourrait dire que a est égal à quoi? Alors, pas de temps, il faut que je l'écrive. 1 sur f hoc est égal à 2 sur 3a, donc ça fait 3a moins 2 hoc, a est égal à 2 tiers de et ça. A est égal à 2 divisé par 3 multiplié par f. Donc ça nous fait 2 divisé par 3, multiplié f' hoc 25 mm. Et ça nous donne 5, 50 par 3, 33. Voilà pour le paramètre de votre lentille. Et donc on peut en déduire en même temps. Vérifier que la première lentille, et après on peut recalculer f'2, f'3 et l'épaisseur du doublé, c'est-à-dire petit e. Ainsi, donc au final, on va avoir f'2, c'était égal, on a dit, à 3a. Donc ça fait du 90. Oh, pardon, 16,6. Donc ça fait 3, 6, 49,8. Alors c'est la cumule 50. Ça fait 50. Ça fait 3 fois 50 sur 3, donc ça fait 50 mm. On est précis. Ensuite, on a E, 2A. Donc ça fait 100 divisé par 3, 100 divisé par 3, ça fait 33. Et enfin, F1, F3, pardon, qui va être égal à A. Donc ça fait aussi 16,6. Voilà. Et là, on a pu caractériser tout notre doublé de l'oculaire.
Donc après, il nous demande la position des plans principaux et des foyers principaux. Deux point trois, position des plans principaux et des foyers du Google. Bon bah là, c'est application directe, hein. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le centre de la lentille 2 par rapport au plan principal objet de votre oculaire, c'est égal à E multiplié par F' hoc sur 3. Et donc là, vous trouvez 2, E c'est 2A, F' hoc 25, F'3 c'est A. C'est 2 fois 25, 50 mm. Alors, je ne peux pas mettre les barres de grandeur algébrique, mais là, j'ai fait tout en grandeur algébrique, hein, d'accord. De là, on peut calculer O2 FOC, au foyer objet de l'oculaire. Là, on va simplement dire que c'est O2 HOC plus HOC FOC, c'est-à-dire 50 moins FOC, c'est-à-dire 50 moins 25, égale 25 mm. Ensuite, on fait la même chose avec la troisième lentille, O3 H'-HOC, qui va être égal à moins E multiplié par F'-HOC sur F'2. Donc ça nous fait moins E moins 2A multiplié par 25 divisé par F'2 3. Donc ça fait 50 divisé par 3, ça fait moins 16,6. Moins 16,6. Et donc il nous reste O3 F'-HOC qui est égal à O3 H'-HOC plus H'-HOC F'-HOC. Et donc ça nous fait moins 16,6 plus F'-HOC, c'est-à-dire moins 16,6 plus 25. Ça c'est égal à plus 8,3. Ça on l'a fait beaucoup. 2.4. Les deux lentilles sont réalisées dans le même matériau. Vérification de l'achromatisme. Donc ça pareil, question que je vous pose tout le temps. Un doublé non accolé est achromatique si F'1, alors dans ce cas-là, ce sera F'2 plus F'3 est égal à 2, ce qui est le cas dans ce doublé. Donc, il est bien achromatique. Je vais faire un petit texte ici pour la 2.5. 2.5. Type d'oculaire. Est-ce que l'oculaire est positif ou négatif? Donc ça, c'est du cours. Si la position du foyer image de votre oculaire est réelle, alors l'oculaire est... Pardon, si le foyer principal objet... Les deux, hein, négatif. Pourquoi?
O2 FOC est positif. Donc, FOC est virtuel. Voilà. Ainsi, l'oculaire est négatif. Voilà pour cette première partie 1 et 2 de la partie A. La prochaine fois, on fera l'étude des champs, le microscope dans l'ensemble, la mise au point pour un heure. Et je sais pas, on va faire. Je sais pas quel sujet on n'a pas fait encore ensemble. Un des sujets qu'on n'a pas fait, je sais pas, 2010, 2011, je sais pas. On va faire un de ces deux, un de ces deux-là. Non, 2006, je le ferai pas. Tout sauf 2006. Alors, je coupe l'enregistrement.